Nous voilà, troisième chapitre. Dès le début, je commence à lire. Ainsi, à longueur de semaine, les prisonniers de la peste se débattirent comme ils le purent. Et on pouvait dire à ce moment, au milieu du mois d'août, que la peste avait tout recouvert. On est au moment du zénith, de la tragédie. Il n'y avait plus alors de destin individuel, mais une histoire collective qui était la peste, et des sentiments partagés par tous. Les plus grands étaient la séparation et l'exil, avec tout ce que cela comportait de peur et de révolte. Et on décrira les violences de nos concitoyens vivants, les enterrements des défunts et la souffrance des amants séparés. Un vent inlassable souffle, et le vent était particulièrement redouté des habitants d'Oran parce qu'ils ne rencontraient aucun obstacle naturel sur les plateaux où la ville était construite et qu'il engouffrait ainsi les rues avec toute sa violence. Pas une seule goutte d'eau avait rafraîchi la ville, et cette ville déserte, blanchie de poussière, saturée d'odeurs marines, toute sonore de cris du vent, gémissait alors comme une île malheureuse. Les quartiers du centre-ville avaient commencé par être attaqués par la peste. À l'intérieur même de la ville, on eut l'idée d'isoler certains quartiers particulièrement éprouvés et de n'autoriser à en sortir que les hommes dont les services étaient indispensables. Ceux qui y vivaient jusque-là ne purent s'empêcher de considérer cette mesure comme une brimade spécialement dirigée contre eux. Et dans tous les cas, ils pensaient par contraste aux habitants des autres quartiers comme à des hommes libres. Ces derniers, en revanche, dans leurs moments difficiles, trouvaient une consolation à imaginer que d'autres étaient moins libres qu'eux. « Il y a toujours plus prisonniers que moi », était la phrase qui résumait alors les seuls espoirs possibles. On passera à décrire la vie dans les prisons et la vie dans les monastères. Et ensuite, on parlera des grands désordres que la peste cause, des incendies, des vols. Et la cour martiale s'instaure, mais la seule mesure qui sembla impressionner tous les habitants fut le couvre-feu. Écoutez bien cette description de la ville. Sous les ciels de lune, elle alignait ses murs blanchâtres et ses rues rectilignes, jamais tachées par la masse noire d'un arbre, jamais troublées par le pas d'un promeneur ni les cris d'un chien. La grande cité silencieuse n'était plus alors qu'un assemblage de cubes massifs et inertes, entre lesquels les effigies, cette taciturne de bienfaiteurs oubliés ou d'anciens grands hommes étouffés à jamais dans le bronze, s'essayaient, seuls, avec leurs faux visages de pierre ou de fer, à évoquer une image dégradée de ce qui avait été l'homme. Ces idoles médiocres trônaient sous un ciel épais, dans les carrefours sans vie, brutes, insensibles, qui figuraient assez bien les règnes immobiles où nous étions entrés, ou du moins son ordre ultime, celui d'une nécropole où la peste, la pierre et la nuit auraient fait taire enfin toute voix. Les sujets qu'on aborde successivement est celui des enterrements. Les enterrements, au début, étaient plus rapides que les enterrements normaux. Mais, disons, les parents pouvaient encore suivre la bière. Petit à petit, cela n'est plus possible et tout se passait vraiment avec le maximum de rapidité et le minimum de risques. À l'hôpital, il n'y avait plus que 5 cercueils et une fois plein, l'ambulance les chargeait. Au cimetière, les boîtes étaient vidées, les cordes de couleur de fer étaient chargées sur des brancards et attendaient dans un hangar aménagé à cet effet. Les bières étaient arrosées d'une solution antiseptique ramenée à l'hôpital et l'opération recommençait autant de fois qu'il était nécessaire.
Ensuite, des fosses sont construites, une pour les hommes et une autre pour les femmes. De ce point de vue, l'administration respectait les convenances, et ce n'est que bien plus tard que par force des choses cette dernière pudeur disparut, et qu'on les enterra pêle-mêle, les uns sur les autres, hommes et femmes, sans souci des décences, en les recouvrant un peu avec de la chaux et de la terre. Et donc, disons que tant bien que mal, jusqu'à la fin du mois d'août, nos concitoyens purent donc être conduits à leur dernière demeure, sinon décemment, du moins dans un ordre suffisant pour que l'administration gardât la conscience qu'elle accomplissait son devoir. Mais peu à peu, ça aussi, même ce désir ne peut plus être respecté. Et petit à petit, on entassait les corps de plus en plus nombreux dans les ambulances, on les amenait dans les fosses, on les jetait sauvagement comme ça. Et ensuite, on dut conduire les morts de la peste à la crémation. Et on faisait ça par des tramways qui desservaient la corniche maritime et qui se trouvaient sans emploi. Et donc, ce furent là les conséquences extrêmes de l'épidémie. Et ce chapitre est vraiment très, 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 très triste. Je lirai la prochaine fois les grandes difficultés de l'homme de ce moment-là, l'exil et la séparation. À tout à l'heure.